Ok, donc c'est parti les gars pour l'analyse et pour les théories. On va parler du chapitre. On a énormément de choses à dire. J'ai quand même traité un petit peu le sujet en amont, histoire qu'on ait quand même des pistes à exploiter. Mais pour rappel, on va faire un mini résumé très très rapide. Mais avant ça les gars, on va juste faire la petite auto-promo comme d'habitude les gars. Oubliez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous savez exactement comment faire, le petit like, le petit follow et le petit commentaire. Ça nous aide pour le référencement et l'algorithme. Sinon, vous avez la petite souscription YouTube si jamais vous voulez participer au développement de la chaîne, mais de manière financière. Ça coûte pas très cher, vous avez accès à plein de contenu en avance, du contenu exclusif, les badges, les emojis, mais aussi les commentaires mis en avant. Et sinon, il y a le petit Discord, le petit Twitter. Envoyez-nous un maximum de force. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui vont le faire. Prenez soin de vous. Et je vous laisse regarder cette vidéo de haute qualité. Premièrement, Saturne est mort, tué par Im-sama. Je dirais même pas qu'il a été tué par Im-sama, mais je dirais plutôt que Im-sama lui a enlevé son immortalité. Voilà, j'en dis pas plus, on en parlera juste après. À la place de Saturne, c'est Garlingfi Garland qui a pris sa place. Et comme je vous l'avais dit dans la première partie, c'est un petit peu la manière qu'Oda a de fonctionner dans l'univers de One Piece. C'est le fait que, par exemple, que ce soit les Shichibukai qui soient remplacés, changés et tout, au fur et à mesure de l'œuvre, ça fait vraiment une œuvre évolutive et cohérente. Il fait exactement la même chose avec Marijoa. Et c'était pareil pour les empereurs. Les empereurs ont été changés. Premièrement Barbe Blanche, puis après plus tard, Guy et Luffy, avec évidemment Big Mom et Kaido. Donc voilà, on a quand même une évolution dans One Piece et les Gorosei, malgré leur immortalité, ne font pas exception à cette règle, en tout cas pour l'instant. Donc là, on va détailler encore un petit peu le chapitre avant de passer à la suite, c'est vrai. Donc il y a Vegapunk qui a survécu et que du coup c'est un Megazord des 4 autres Vegapunk encore vivants entre guillemets, donc le Stella, Edison, Pythagore et Atlas, Lilith encore vivant et York encore vivante mais en traître. Ça nous fait un petit peu un équilibre. Donc on en a un vers les Mugiwara, une autre vers le Gorosei et le Vegapunk qui s'envole tout seul dans sa soucoupe volante, dans son œuf volant. C'est une belle image et une belle proposition d'Oda, j'adore en tout cas. Et tout se passe comme prévu parce que je vous avais dit que tout le monde survivrait et que même les satellites pourraient survivre grâce aux organoïdes. Encore une théorie validée par rapport à ça. Je vous avais dit que les organoïdes n'ont pas été utilisés, donc potentiellement ils ont été utilisés à ce moment-là. Donc voilà, on avait des petites informations par rapport à tout ça, je suis assez content. Donc maintenant que c'est fait, je crois que je l'avais pas dit dans la première partie, donc je vais le dire maintenant. Il y a un vice-amiral, je crois que c'est le vice-amiral avec la cicatrice en croix sur la joue, les cheveux bouclés là. Il a demandé à Saturne si le message que Vegapunk a dit était vrai, et quand il a demandé ça, Saturne lui a explosé la tête. Donc ça c'est juste une information complémentaire qu'on n'avait pas traitée juste avant dans la première vidéo. Donc maintenant que ça c'est fait, on termine avec la dernière information, et c'est donc Dragon qui parle de la guerre qui va arriver, et c'est une guerre pour sécuriser un petit peu les endroits sûrs sur Terre qui est sur le point de se produire. Donc voilà, ça pareil, théorie validée, je vous l'avais dit depuis très longtemps, les réfugiés climatiques etc. qui pourraient arriver dans l'univers de One Piece, c'est exactement de quoi on va parler prochainement, parce que c'est quelque chose qui est inévitable dans le sens où il y avait déjà des guerres pour des ressources, pour des terrains et tout, et là ça va être une guerre mais pour la survie, donc c'est encore plus important que les ressources. Donc c'était un petit peu logique et prévisible, et je suis très très content de voir qu'Oda va dans cette direction qui reste ultra cohérent malgré la durabilité de son œuvre qui est colossale. Donc maintenant que c'est fait, on va traiter un petit peu les informations. Je pense que le mieux c'est de commencer par Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne c'est le mec qui couvre le plus de théories, le plus d'interrogations, donc on va commencer directement par ça. Donc déjà premièrement, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que le Gorosei au complet était juste une partie de Im-sama, dans le sens où c'était juste des marionnettes entre guillemets, des morceaux d'âme qu'elle se serait retirée un peu à la Big Mom et qu'elle aurait placé un petit peu dans des personnes. Donc là c'est invalidé. Pourquoi? Parce que c'est bel et bien des personnes vivantes qui vivaient réellement, qui ont grandi, qui ont vieilli et qui après ont reçu l'immortalité. C'est comme ça que je le vois, on va détailler. Pourquoi c'est invalide la première théorie? Parce que la première théorie du morceau d'Im-sama, il y avait plein de choses qui disaient que c'était pas possible, dans le sens où la communication entre les Gorosei, le fait que Im-sama communique par escargophone, etc., etc., c'était logique. Et là, ce qui invalide totalement cette théorie, c'est que Garling, lui, avait une vie, il a grandi, il a même potentiellement fait des enfants, et après, il a reçu son titre de Gorosei. Donc là, on voit un petit peu comment marchent les Gorosei, comment on admet et qu'on fait rentrer les Gorosei au sommet du gouvernement mondial. Donc voilà, ça invalide totalement la théorie, mais par contre, ce qui est réel par rapport à cette théorie, c'est que Im-sama avait bel et bien un lien avec les Gorosei. Mais ça, on le savait déjà. On le savait déjà de par leur capacité, leur pouvoir, de par le fait qu'ils sont tous en dessous de Im-sama. Pour moi, c'était logique que Im-sama soit au-dessus, ne serait-ce qu'en termes de puissance, mais elle pouvait pas se mélanger. Moi, je vois mal Im-sama, genre l'être le plus pur, enfin, maléfique, mais pour les Gorosei, c'est l'être le plus pur, le plus noble, se mélanger et donner des parties d'elle-même à des vulgaires roturiers. En tout cas, pour elle, je pense que c'est comme ça que ça marche. Je pense pas qu'elle a vraiment un profond respect pour
pour la vie, même pas humaine, mais la vie des dragons célestes. Et au final, on voit clairement que Im-sama se détache complètement du groupe, mais que le groupe forme une cohésion, et cette cohésion, c'est vraiment le premier rempart de Im-sama. Et le deuxième rempart, c'est les chevaliers divins. Pourquoi? Parce que Garling Figarland faisait partie des chevaliers divins, et lui a été promu Saint Garling Figarland, dieu de la défense et de la science. Donc maintenant qu'il a pris du galon, moi ce que je me pose comme question, c'est où Oda veut nous emmener. C'est-à-dire que est-ce qu'il nous donne des informations de puissance, de power scaling derrière tout ça? Donc là c'est la prochaine partie qu'on va aborder. Mais voilà, pour terminer avec la théorie invalidée de Imu n'égale pas le Gorosei, c'était quelque chose que je vous avais dit par rapport à pas mal de choses, mais je suis assez content. Théorie validée pour ça, je m'en félicite. Voilà, c'est le petit moment flex. Je suis mort. Donc là on va parler maintenant la mort de Saturne et du coup des pouvoirs un petit peu qu'il y a derrière Im-sama. Donc Im-sama pour moi elle a le pouvoir un petit peu, pas des fruits du démon, mais les pouvoirs des démons entre guillemets. Donc pour moi c'est la reine ou le roi des démons, mais même je dirais plus le roi des démons. Tout ce qu'on connaît autour des fruits du démon, l'immortalité, le fait, etc., je pense que c'est quelque chose qui peut posséder entre guillemets. Donc est-ce que l'immortalité vient du fruit de Trafalgar Law, là, l'opération de Jouvence? Je pense pas au final, parce que j'ai l'impression que ça c'est un truc qui appartient à un fruit et que Im-sama pourrait maîtriser encore des pouvoirs bien plus grands qu'on ne connaît pas encore, tu vois. Le seul moyen de lutter contre ça, ce serait d'utiliser du haki des rois, ce qui semble potentiellement pouvoir l'atteindre. Donc ça, peut-être que le haki des rois ressemble un petit peu à la lumière contre les ténèbres, hein. Ce serait petit côté lumière contre le côté ténèbres des démons. Et ça, c'est intéressant parce que, déjà pour résumer les pouvoirs de Im-sama, je pense qu'elle a le pouvoir de transmettre par exemple des pouvoirs de fruits du démon, mais pas que, qu'elle a le pouvoir de transmettre à certaines personnes qu'elle aurait choisies comme les 5 Gorosei, le pouvoir de se téléporter lié au cercle d'invocation, de pouvoir leur donner leur immortalité et de pouvoir utiliser la télékinésie. Pour moi, c'est les 3 pouvoirs qui sont liés à Im-sama et qui ont été donnés par Im-sama. Et du coup, ça c'est les pouvoirs qu'on comprenait pas autour du Gorosei. Tout ce qu'on comprend pas autour du Gorosei, pour moi, c'est des pouvoirs qui ont été donnés par Im-sama. Et là, on le voit clairement. Pourquoi? Parce que l'invocation du Gorosei est liée aux éclairs noirs. Et par contre, l'immortalité, là, on vient de comprendre que Oda, à travers Imusama, a décidé de retirer un petit peu les éclairs noirs de Saturne, ce qui l'a fait vieillir instantanément, étant donné qu'il avait déjà passé des siècles potentiellement, et que tout ce qui restait, c'était son squelette. Donc, je pense que c'est la manière dont Im-sama a de punir Saturne, c'est de lui retirer ce qui lui a été octroyé. Et c'est pour ça qu'à une époque, Saturne a eu des blessures, etc., tout comme Garling a eu des blessures, etc., et qui, au final, que à partir du moment où Im-sama lui donne l'immortalité, il devient immortel et insensible à aucune attaque physique. Donc, quand on prend ça en compte, on comprend un petit peu maintenant la mécanique mise en place autour des pouvoirs du Gorosei et des fruits du démon. C'était vraiment quelque chose qu'on avait teasé de ouf sur la chaîne, hein. Je dirais pas que c'est une théorie validée, mais par contre, je vous avais tout dit par rapport aux fruits, par rapport au fait que les blessures venaient d'avant leur immortalité. Tout ça, je vous avais tout dit sur la chaîne, les gars. Donc, pour l'instant, tout se passe comme prévu, et évidemment, on voit que Garling Figarland rejoint les Gorosei maintenant et qui devient une nouvelle étoile, et du coup, par conséquent, je pense qu'il va pouvoir se téléporter. Je pense qu'on va lui octroyer le pouvoir d'un fruit du démon, et potentiellement, on va voir si oui ou non les Gorosei craignent l'eau ou pas. En tout cas, on l'a pas vu pour l'instant, mais potentiellement, c'est ce qu'on va voir très prochainement. Donc voilà, quand on voit que c'est Im-sama qui l'a donné et qu'Im-sama pourrait être lié aux Umibozo, qui sont un petit peu les dieux régnant dans la mer, donc les esprits, les yokai plutôt régnant dans la mer. Donc est-ce que Im-sama pourrait régner dans la mer? Et ben tout ça prend son sens maintenant quand on parle de l'immortalité, quand on parle du fait qu'il pourrait aller ou non sous l'eau. Je pense que l'eau n'est pas un point faible et le seul moyen de battre les Gorosei, c'est de tuer Im-sama. Donc voilà, ça c'est ma dernière phrase par rapport à ça. Mais Im-sama pour moi, elle donne l'immortalité, et tant qu'on ne l'a pas tué elle, il sera impossible, ou qu'elle n'a pas décidé de retirer l'immortalité, il sera impossible de tuer le Gorosei. Je pense que c'est ce que Oda a voulu montrer sur Egghead, et je pense que c'est ce qu'il a voulu montrer à Marijois aussi, dans le sens où c'est Im-sama qui a décidé de tuer Saturne. Donc voilà, d'un côté Saturne a été tué très très facilement par Im-sama, en lui retirant du coup son immortalité, et de l'autre côté, on a une immortalité inébranlable sur Egghead, avec Luffy qui a tout donné pour essayer de les blesser, ce qui n'a pas du tout marché. Donc moi je pense sincèrement que tout vient de là, et que tout vient de Im-sama, et que le vrai ennemi c'est Im-sama. Le Gorosei ça va juste être des gens chiants qu'on peut pas battre, et qu'il va falloir occuper le temps que Im-sama soit défait. Et c'est hyper joli, pourquoi? Parce que
Imaginez Shanks se bat contre Garling, Jupiter contre Dragon par exemple, Zoro, Venujuro, Sanji potentiellement Mars, Walkyrie potentiellement avec, je sais pas, Jinbei, je dis au hasard, ou Sabo ou d'autres personnes dans l'armée révolutionnaire, et ben ils seraient tous coincés face à leur adversaire alors que ils pourraient pas le battre tout simplement. Donc il faudrait que Luffy atteigne sa mission finale, sinon tous les autres mourront. Et ça c'est joli parce que habituellement dans les arcs c'est tout le contraire. On a toujours tout le monde qui bat leur ennemi, alors que là à la fin de l'histoire on aurait Luffy qui doit battre son ennemi pour que tout le monde puisse battre son ennemi. Donc à voir. Et d'ailleurs Garling Figarland, lui sera l'ennemi qui sera toujours présent après que Im-Sama soit défait. Pourquoi? Parce que lui il est pas vieux, il est vit dans cette époque. Donc même si on lui retire son immortalité, il faudra quand même l'abattre. Donc ça c'est des petites informations qui sont ultra cohérentes pour comprendre un petit peu la suite de l'histoire et les choses qui vont rester à la fin. Donc voilà, on passe à la suite. J'avais dit aussi, ça va compléter un petit peu ce que j'ai dit juste avant, j'avais aussi dit que ce qui est marrant c'est que ils ont tous un âge différent, c'est-à-dire que juste physiquement, on le voit très très bien avec Saturne et Jupiter par exemple, et que leur immortalité a sûrement dû leur être octroyée à un moment précis de leur timeline de vie, tu vois, donc de leur vie tout simplement. Et aussi, on peut voir que chaque Gorosei potentiellement a eu aussi à un certain moment de l'histoire de One Piece, et cette fois-ci pas dans leur timeline personnelle, mais plutôt dans la timeline complète de One Piece, se sont vus octroyer cette immortalité. Ça veut dire que potentiellement ils viennent pas tous de la même époque, etc., etc. Exactement comme Garling et Saturne qui viennent pas du tout de la même époque. On comprend assez facilement maintenant avec tout ce que je vous ai donné comme élément pourquoi. Donc voilà. Maintenant, pour terminer, on va parler du power scaling, et après ce sera terminé pour la partie Gorosei, et après on abordera juste la dernière partie, ce sera fini. Donc pour la partie Gorosei, au niveau du power scaling, j'ai l'impression que le Gorosei et les chevaliers divins, ils sont pas mis sur la même échelle. J'ai l'impression que le Gorosei a été mis au-dessus, et qu'en dessous il y a les chevaliers divins, et que là, Garling Figarland, qui avait atteint presque le sommet de la hiérarchie, se retrouve octroyer le nouveau titre du dieu de la science et de la défense à la place de Saturne, ce qui lui a fait un petit peu gravir les échelons. Donc est-ce que ça marche aussi pour le power scaling? C'est une question qu'il fallait se poser. Donc est-ce que tous les chevaliers divins ne seraient pas moins puissants que les Gorosei? Ce qui mettrait vraiment les Gorosei au sommet de la chaîne alimentaire à la place de potentiellement Garling, etc. Parce que voilà, Garling, on savait pas où le mettre en termes de level. On savait potentiellement que c'était une famille d'êtres surpuissants et que potentiellement ça pouvait être le père de Shanks. Et quand on voit la puissance qu'a Shanks, le fait qu'il soit empereur, etc., on pourrait supposer que Garling puisse faire la même chose. Donc ça c'est ouf. Et maintenant qu'on a vu ça, on sait aussi que Saturne, enfin du coup on le sait pas, on sait pas si Saturne pouvait utiliser le Haki des Rois ou non, mais ce qui est sûr c'est que maintenant on n'a plus besoin de savoir s'il utilise le Haki des Rois, parce qu'on sait que toutes les personnes supérieures à lui utilisent le Haki des Rois. Déjà juste Mars et Walkyrie, ça a été confirmé. Donc juste ça déjà, ça vous montre à quel point le Gorosei actuel, le nouveau Gorosei, va être ultra puissant en termes vraiment de puissance brute. Et Garling, s'il a vraiment la puissance de Shanks, ça pourrait être un empereur, mais ça pourrait être même un empereur plus puissant qu'un empereur lambda, genre un empereur plus puissant que Big Mom. Donc juste pour vous dire, toutes les personnes aussi qui pensaient que le Gorosei jamais aurait pu avoir la puissance d'un empereur, là vous avez clairement les preuves du contraire, parce que Oda a décidé de mettre Garling à l'intérieur. Si on fait le lien Garling, Barbe Blanche pendant God Valley, ou même Garling, Figarland, Shanks, empereur, machin chose, tout porte à croire que le Gorosei, peut-être au niveau final, je sais pas, après si je suis pas sûr encore, mais je pense qu'à la fin de l'œuvre, en face des Gorosei, il n'y aura que des personnes à la puissance d'un empereur, tout simplement. Si on met Dragon et Shanks face à Figarland et potentiellement Jupiter, parce que Jupiter est numéro 1, on a déjà 2 empereurs, tu vois. Et après, si on met Zoro potentiellement à la fin de l'œuvre empereur, tout comme Rayleigh, on a quand même des empereurs, les gars. Donc voilà, là je pense qu'on a vraiment un power scaling qui se dessine de manière très très claire, et je suis assez content de voir que tout ce qu'on avait teasé, tout ce qu'on avait raconté, que ce soit au niveau du power scaling, au niveau des théories, tout se confirme, pas à la lettre, mais en tout cas on était vraiment à côté de la vérité, vraiment à 2 doigts de toucher la vérité. Donc je suis ultra content. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ce qui est vidéo, théorie, parce que justement je vous ai mis des théories pour les armes antiques qui est potentiellement invalidée, mais il y a un espoir encore, les gars, et je vous dirai pourquoi. Et aussi des théories pour tout simplement Luffy dans l'espace. Pourquoi ça marche bien? Parce que voilà, satellite, Vegapunk, technologie, les Lunaria, tout ça. Je vous mets ça juste ça comme ça. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment des informations cohérentes qui vont totalement dans le sens de l'œuvre. Donc on verra tout ça à la fin. Et je pense avoir fait le tour, les gars. On discutera de toute façon de toutes les théories et tout. Et là, je pense avoir fait le
le tour parce que je vous ai tout dit au niveau de Saturne, au niveau des pouvoirs, au niveau de la suprématie d'Im-sama, au niveau du power scaling. Je vous ai même un petit peu jaugé la puissance des Gorosei présents. Donc là, je vois très très bien se dessiner la fin du manga, les ennemis finaux, et j'ai l'impression que Oda nous a réservé quand même une masterclass. Et en termes de hiérarchie, je pense maintenant que les chevaliers divins sont bel et bien moins forts que Gorosei, et que les seuls qui puissent passer au niveau du Gorosei sont ceux qui potentiellement maîtrisent les 3 types de haki version supérieure, et aussi potentiellement les niveaux empereur ou très très proches. Donc voilà, pour moi c'est une confirmation claire et nette, et j'ai tellement hâte de voir ce que Oda nous a prévu par rapport à ça. Donc voilà, pour terminer, on va parler de Vegapunk qui a réussi à survivre, les gars. Encore une théorie validée, hein. Franchement j'avais perdu espoir, mais là ça a été validé, et de toute façon je vous l'ai dit à chaque fois, les gars, quand vous pariez sur la mort de quelqu'un, dites-vous que vous êtes à 10 contre 1. Pourquoi? Parce que Oda n'aime pas tuer ses personnages, tout simplement. Donc quand vous pariez sur la mort de quelqu'un, vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper que de dire la vérité. Et là j'avais dit la même chose pour Kuma. Kuma s'est enfui, donc théorie validée, et j'avais dit pareil que les Vegapunk survivront, et au final ils ont survécu d'une certaine manière, hein. Je vous avais toujours dit les organoïdes, les gars, les organoïdes, et au final potentiellement qu'ils ont été utilisés pour réanimer les dernières parties de Vegapunk, qu'ils ont réussi à s'enfuir avec le cerveau. Donc voilà, le gouvernement mondial n'a plus la main sur le cerveau de Vegapunk, c'est quand même ouf. Je sais pas si York va en payer le prix, mais en tout cas elle va comprendre que son choix de vouloir rejoindre les Tenryubito va lui coûter cher. Je sais pas si elle va assister à la fin de Saturne, mais je pense qu'elle va regretter son choix. Donc voilà. Et pour la guerre qui pourrait arriver, donc pour moi c'est la guerre de la fin de One Piece un petit peu, où tout le monde pourrait prendre d'assaut Red Line, parce que c'est l'endroit le plus haut du monde où les gens seraient le plus en sécurité face au déluge qui pourrait arriver. Je pense que c'est ce qui pourrait arriver, et ce qui est déjà en train d'arriver. Je vous avais déjà parlé des réfugiés climatiques, je vous avais déjà parlé du fait que Red Line c'est l'endroit le plus haut à 10 000 mètres d'altitude. Même Big News a dit, de toute façon moi je suis pas concerné parce que je suis dans les nuages, et Red Line est littéralement dans les nuages. Même par exemple les îles Célestes, on avait des îles Célestes qui étaient en basse altitude, je dirais 7000 mètres environ, et on avait Skypiea qui était à 10 000 mètres, il fallait encore monter plus haut pour aller à Skypiea. Donc juste pour vous dire que Red Line c'est Skypiea, c'est même pas les îles Célestes en bas, c'est à dire qu'il y a des îles Célestes, ils sont en dessous de Red Line. Donc quand vous comprenez ça, vous voyez que Red Line c'est l'endroit le plus propice pour pouvoir se réfugier le temps que ça se calme, et je pense que ça va être l'assaut logique du monde entier quand ils vont se dire ouais mais le niveau de la mer arrête pas de monter, on va où? Bah Red Line, c'est je pense le seul endroit où il pourrait être en sécurité. Bon après évidemment ça monte que de quelques mètres, hein, mais on verra plus tard si d'autres utilisations des armes antiques pourraient être utilisées. On verra aussi si potentiellement il y aurait une raison derrière le fait que les armes antiques puissent être réveillées, potentiellement des armes antiques mais qui font pas partie des 3 armes antiques, parce que ça pourrait être une belle nuance, le fait qu'il y ait des armes antiques légendaires qui ont permis de façonner le monde, mais qui auraient les 3 armes antiques qui seraient plutôt considérées comme des dieux, exactement comme Poséidon qui est Shirahoshi, capable de contrôler les rois des mers et du coup contrôler la mer par extension. Je pense que c'est exactement la même chose pour Pluton et Uranus. Pluton je le vois bien avec Momonosuke. J'ai vu un film là justement, c'était Origine, je sais pas si vous connaissez, et c'est un film japonais, animation japonaise, et dedans on a un volcan qui permet de bouger et qui est là pour détruire le monde entier. Et quand on voit les inspirations au niveau de la nature, etc., on voit que Oda pourrait prendre inspiration de ce film là, et que Pluton pourrait être carrément une montagne, un volcan qui est capable de détruire le monde. Je pense que c'est vraiment pas du tout impossible. Et pour Uranus, vous avez déjà vu ma théorie, potentiellement elle se trouve sur Elbaf, étant donné le lien que Elbaf a avec les G, et aussi par rapport au fait qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de tout ça. Il y a le fait que ce soit un dragon, tout ça. Je dis rien, mais à voir les gars, on verra bien en détail ce qui pourra arriver dans les prochains chapitres, mais je vous ai donné tout ce qu'il y avait actuellement sur One Piece. J'ai trop hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère que vous avez kiffé ce live parce que je me suis donné au max. Je vais vous monter ça vraiment bien demain pour la team YouTube, et on continuera avec les spoils complets demain. J'ai trop hâte, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Donc let's go les gars, oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, merci à Gapadel d'être passé, et on se capte très très vite. Allez, ciao les mecs.